Je laisse la parole maintenant à Anita Guéraud-Jalabert, qui va explorer un autre champ sous forme de bilan critique, le positionnement de l'école par rapport à la question des sciences sociales, sur fond probablement de controverses multiples. Non. Tu vas voir, je suis très irénique, comme chacun le sait d'ailleurs. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, les chartistes passent ordinairement pour des originaux. Or, je dois dire qu'au terme de la petite enquête que j'ai menée à la demande de Jean-Michel Legnaud sur les rapports que les chartistes ont entretenus ou entretiennent encore avec les sciences sociales, je serais tentée de dire qu'ils ne sont dans ce domaine, en tout cas, que des historiens comme les autres. Avant de développer un peu ce point, je précise que j'ai décidé de centrer mon attention sur l'anthropologie et la sociologie, notamment parce que ce sont, comme l'histoire, des disciplines à visée globale et qu'elles ont, pour cette raison même, des liens d'opposition ou de convergence avec l'histoire qui sont à la fois anciens et remarquables. En effet, tout le monde s'en souvient, à la fin du XIXe siècle, en France, la création de la sociologie s'est faite en quelque sorte contre les historiens et elle aboutit à une véritable division du travail. À l'histoire est revenue l'étude des sociétés du passé, fondée sur la collecte et la mise en ordre des faits qui ne se produisent qu'une fois. C'est donc d'abord un travail sur le changement. De son côté, la sociologie a limité son champ à l'étude du présent, des sociétés du présent, en les concevant comme une globalité dont il s'agissait de mettre au jour le fonctionnement. La priorité était donc là donnée aux régularités, à la comparaison, à la notion de système et à la synchronie. Cette scission entre histoire et sociologie s'est accompagnée d'une divergence profonde des objets, mais bien plus encore d'une divergence des méthodes. Au vu de ce qu'étaient les positions théoriques des créateurs de l'histoire scientifique ou méthodique, création dans lesquelles l'école des Chartes a joué un rôle important, une telle rupture n'était nullement inéluctable et elle a résulté au départ probablement de stratégies universitaires plus que de divergences épistémologiques profondes. Il suffit de se souvenir, en définitive, que Fustel de Coulanges et Durkheim avaient à peu près la même définition de leurs disciplines respectives comme science des sociétés. Et le positivisme de Seniobos ne correspondait pas du tout, de mon point de vue, aux traits étriqués qu'on lui a prêtés à date récente. Toutefois, il faut bien le reconnaître, la plupart des historiens de cette époque, à commencer par Seniobos lui-même, se sont repliés assez vite sur des perspectives limitées. Une histoire politique, institutionnelle, biographique, qui faisait la part belle à l'individu et à la psychologie, et qui avait plus d'intérêt pour la description et la narration des faits que pour la recherche des ressorts complexes sous-jacents au fonctionnement des sociétés. C'est face à cette pratique historienne rétrécie, qui occupait sans doute largement le terrain universitaire après la Première Guerre mondiale, que Marc Bloch et Lucien Febvre, Marc Bloch d'abord à mon avis, ont proposé le modèle d'une histoire sociologique. Conformément aux principes durkheimiens qui ont influencé réellement Marc Bloch, le travail de l'historien devait désormais porter sur la société comme cadre dans lequel s'articulent tous les aspects des activités humaines. Et ce travail de l'historien doit mettre au jour les liaisons, c'est le mot de Marc Bloch, qui existent entre des phénomènes de nature diverses pour faire apparaître des logiques d'ensemble. Marc Bloch explicite cette idée dans l'introduction de la société féodale en disant « c'est l'analyse et l'explication d'une structure sociale avec ses liaisons qu'on se propose de tenter ici ». Le programme des Annales s'est imposé progressivement après la guerre. On assiste alors au développement massif d'une histoire des groupes sociaux articulée notamment à celle des phénomènes économiques. Cette histoire s'appuie sur le développement de méthodes dites quantitatives qui sont précisément un des outils fondamentaux de la sociologie. Dans les années 60 du XXe siècle, les orientations proposées par les Annales se sont imposées assez largement, quelles que soient par ailleurs les positions idéologiques des historiens. Mais ces années, qui sont marquées par une transformation rapide des sociétés occidentales, sont aussi celles d'un bouillonnement des sciences sociales, illustrées notamment par l'émergence du modèle structuraliste que se partagent la linguistique, la sémiologie et l'anthropologie.
Cette situation a favorisé, à partir de la fin des années 60, des rapprochements nouveaux qui ont trouvé un terrain favorable, notamment à la 6e section de l'École pratique des hautes études, devenue HESS, et au Collège de France. L'anthropologie historique, étiquette qui date du milieu des années 70, permettait de tenter de renforcer une approche globale des sociétés anciennes. Et à partir des années 80 du XXe siècle, d'autres phénomènes ont agi dans le même sens. Le développement de l'histoire contemporaine et celui tout à fait important de l'ethnologie de l'Europe. Je fais une parenthèse. L'ethnologie de l'Europe s'est développée simplement parce qu'il était de plus en plus difficile d'aller sur des terrains extérieurs en proie aux troubles et aux guerres. Donc le développement concomitant de l'histoire contemporaine et de l'ethnologie de l'Europe ont rapproché les thématiques et parfois les outils du sociologue, de l'ethnologue et de l'historien. On se trouverait donc dès lors devant un paysage où le mot d'ordre de l'interdisciplinarité aurait abouti à une forme d'unité des sciences sociales. Mais la réalité est, de mon point de vue, assez différente. L'unité s'exprime peut-être bien dans le choix des objets traités, parfois dans celui des méthodes. Je pense notamment à l'entretien, qui était une pratique ordinaire chez les ethnologues et que maintenant on rencontre chez les sociologues et chez les historiens. Par ailleurs, les sociologues et les anthropologues reconnaissent, ou en tout cas affichent, l'idée qu'il faudrait désormais réintroduire la dimension diachronique dans leurs analyses. Mais il faut être lucide, en tout cas j'essaie de l'être. Les méthodes et surtout les perspectives adoptées, les principes fondamentaux sous-jacents aux pratiques des différentes disciplines restent, pour des raisons diverses, assez clairement distincts, sinon même incompatibles, ce qui continue à rendre le dialogue et les collaborations très difficiles ou relativement difficiles. Ce rappel, vous aurez peut-être trouvé un peu long, m'a paru indispensable pour évaluer la position des chartistes dans cette histoire longue. Comme toujours, il est difficile de dresser un tableau simple des chartistes. 3 éléments me semblent donner corps néanmoins à cette catégorie un peu abstraite. Une base commune, partagée, solidement établie à partir des années 70, un enseignement dédié, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, dédié d'abord aux sciences auxiliaires de l'histoire et aux techniques de conservation. Second élément, une formation à la recherche historique scellée par la thèse, dont la forme, Olivier Guyot-Janin l'avait montré, s'est fixée elle aussi à la fin du XIXe siècle. Enfin, des liens qui semblent avoir été assez constants avec d'autres institutions dans la formation et les parcours professionnels, qu'il s'agisse de la Sorbonne, de l'EPHE, du Collège de France, de l'EHESS notamment. Les travaux des chartistes se distinguent globalement, sans doute, par une attention et une compétence particulières portées à l'érudition. Je laisse ici de côté les travaux de stricte érudition, tels que les éditions de texte, par exemple. Mais il me semble que leurs trajectoires intellectuelles sont marquées à tout moment, en fait, par la définition du champ historique, ou du champ historien plus exactement, par les tensions qui le traversent, par la prédominance de tel ou tel questionnement, de telle ou telle méthode. Je rappellerai que, par exemple, la hargne bien connue que Lucien Febvre a constamment manifestée à l'égard des chartistes en tant qu'historien proviennent en particulier de ce qu'ils étaient alors majoritairement associés au courant dominant de l'histoire nationale, politique, institutionnelle, juridique, qui étaient désignés, ou que les promoteurs des annales s'étaient désignés comme premiers adversaires. Mais il avait beaucoup de sympathie pour certains chartistes qui lui paraissaient travailler dans la bonne direction. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'adhésion progressive de l'histoire universitaire aux thématiques défendues par les annales se retrouve chez les chartistes. On pense évidemment à Henri-Jean Martin, sollicité par Lucien Febvre pour la rédaction de l'apparition du livre paru en 1958, et j'ose penser que Henri-Jean Martin est le véritable auteur de ce livre. Henri-Jean Martin a été le créateur d'une histoire du livre totalement renouvelée avec sa thèse, mais sous des formes diverses. On retrouve ces orientations dans l'œuvre de Robert Foussier, de Bertrand Gilles, ou me semble-t-il, mais il me dira peut-être son désaccord, dans celle d'Yves-Marie Bercé. Des observations identiques peuvent être faites pour la génération suivante. Alors là, on revient toujours au même clan, puisque dans cette génération, je pense en particulier au groupe des médiévistes liés à Jacques Le Goff, et dont il y a ici plusieurs représentants.
nous avons appris auprès de lui une histoire liée à la sociologie et plus encore à partir des années 70 à l'anthropologie. Mais comme Jean Wirth l'a dit, ces voies ont été aussi suivies par des modernistes, Serge Krusinski ou Jean-Michel Salman. À date récente, à partir des années 1990 et surtout des années 2000, le développement de l'histoire contemporaine dans les sujets de thèse des chartistes apparaît notable. Il s'inscrit majoritairement dans le champ de l'histoire culturelle, ce qui s'explique assez bien par une forte présence de l'histoire du livre et des médias et de l'histoire de l'art dans les enseignements de l'École des Chartes. Or, ce domaine de recherche qui a pris son essor dans le courant des années 90 du XXe siècle chez les contemporanéistes illustre incontestablement des rapprochements entre histoire et sciences sociales. Au total, le lien des chartistes avec la sociologie et l'anthropologie s'est opéré généralement de manière indirecte et individuelle, et d'abord dans une adhésion, je dirais, à l'ère du temps, car l'institution, elle, est restée plutôt en retrait. J'ai perdu mes feuilles, excusez-moi. Voilà. Effectivement, l'École des Chartes est restée fidèle à son programme, centré sur l'apprentissage des techniques de l'érudition, qui ne laissait à l'enseignement de l'histoire proprement dite qu'une place marginale. Je citerai ici Jean Favier, qui disait « J'étais venu pour apprendre la paléographie, la diplomatique, toutes les sciences auxiliaires, mais la problématique de l'histoire nous échappait complètement, et personne ne s'est jamais avisé qu'on demandait aux jeunes chartistes d'écrire une thèse sans jamais leur avoir dit comment on l'écrivait. » Néanmoins, il y a eu des tentatives pour élargir ce programme. Le recrutement, là, dans le cas que je vais citer, c'est plus qu'une tentative. Je voulais simplement évoquer le fait que le recrutement d'Henri-Jean Martin en 1970 comme professeur a été sans doute ici le phénomène le plus significatif parce qu'il a installé durablement une histoire du livre et des médias intégrant des questionnements divers et notamment sociologiques. Pour le reste, il me semble que l'on a eu plutôt affaire à des tentatives sporadiques, des cours d'histoire économique et sociale. Moi-même, j'avais mis en place un séminaire autour de la notion de patrimoine qui interrogeait cette question non seulement d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue sociologique et anthropologique. En fait, les liens avec l'université, au sens large, ont joué un rôle important pour les chartistes, mais ils n'ont pas toujours été cultivés par l'institution, autrement qu'à titre individuel. Une ouverture sur d'autres lieux de recherche où les questions historiques étaient abordées autrement a constitué du reste un aspect essentiel des revendications des élèves en 1968. En revanche, il faut bien le constater, au cours des 20 dernières années, la volonté des directeurs successifs et la transformation de l'organisation universitaire à laquelle il a déjà été fait allusion ont fait progressivement apparaître comme allant de soi l'articulation entre la formation de l'école et les milieux environnants. Il y a là donc un contexte particulièrement favorable. La question se pose toutefois, à mon avis, de savoir comment penser pour l'avenir le rapport aux sciences sociales dans la formation des chartistes. Et ce sera mon dernier point. Il me semble peu douteux que les chartistes devraient être vivement incités à fréquenter les sciences sociales. Et ceci pour deux raisons qui n'ont rien à voir avec des effets de mode, comme on pourrait le penser. La première est d'ordre scientifique. Faire réellement disparaître la césure entre l'analyse des structures et celle de l'évolution des sociétés est un objectif essentiel et toujours d'actualité, même s'il présidait déjà au programme des créateurs des Annales. À ce titre, et comme historien, les chartistes devraient partager cet objectif. Par ailleurs, en tant que conservateurs, les chartistes sont aussi confrontés à l'émergence massive dans notre société des thématiques de la mémoire, de l'identité et du patrimoine, qui s'expriment de manière à la fois aiguë et contradictoire dans les attentes de leurs divers interlocuteurs. Et il serait donc, de mon point de vue, particulièrement utile de les doter d'un minimum d'outils d'analyse sociologique et anthropologique qui leur permettent d'imaginer des réponses autres que purement administratives et juridistes, ces dernières étant bien évidemment inadaptées à cet objet social brûlant. L'école peut certainement jouer maintenant sur une complémentarité des formations au sein des réseaux dans lesquels elle est inscrite pour développer l'apprentissage de certains aspects des sciences sociales, tout au moins chez ses étudiants. Mais en même temps, il me semble qu'elle pourrait mieux utiliser ses atouts propres
et j'évoquerai ici 3 points. Le premier de ces atouts réside, de mon point de vue, dans la diversité des enseignements délivrés à l'École des Chartes. Elle me semble donc bien placée pour promouvoir, contre une tendance à l'hyperspécialisation et à la rétraction des sujets d'études, qui a d'ailleurs été évoquée par Jean-Michel Legnaud, je crois, des approches larges répondant à une visée d'histoire globale. Si l'on doit prendre avec précaution la revendication de pluridisciplinarité qui est actuellement mise en avant par l'établissement, parce qu'en définitive, on ne sort pas du domaine de l'histoire et des sciences historiques, il est peu contestable que l'enseignement de l'École des Chartes transgresse bien des frontières académiques et que cela donne un avantage considérable aux chartistes. Cela a d'ailleurs été dit par Jean Wirth un peu. Mais cet atout est, j'ose le dire, et ce n'est pas une critique, faiblement exploité dans les enseignements, alors que pour être pédagogiquement efficace, il devrait jouer un rôle important dans l'organisation de ces enseignements. La logique d'ensemble de ces derniers n'est pas toujours aisément perceptible, c'est le moins que l'on puisse dire, et la richesse n'en est souvent perçue par les chartistes qu'a posteriori. Je suis frappée d'observer que les réflexions que je m'étais faites sur ce point il y a plusieurs décennies sont partagées par de nombreux chartistes bien plus jeunes que moi. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est qu'il me semblerait définitivement utile, sinon indispensable, de récuser explicitement l'opposition entre érudition, réflexion abstraite et effort de conceptualisation. Par expérience personnelle, j'ai suivi 1 an de formation à la recherche en anthropologie à l'EHESS et depuis plusieurs décennies, je fréquente continuellement les anthropologues. Je pense que ce qu'un historien peut apprendre de plus utile auprès des sociologues et des anthropologues ou des linguistes ou d'autres représentants de sciences sociales, c'est moins un contenu thématique qu'une manière de poser les questions, qui combine la réflexion sur les concepts et des approches globales, pour le dire vite, de type structuraliste. Les chartistes partagent la timidité des historiens en ce domaine. L'attachement aux techniques de l'érudition pratiquées par des générations de chartistes, attachement que je partage totalement, a renforcé et légitimé cette timidité. Mais on ne peut plus considérer avec Ferdinand Lott que le détail, c'est l'histoire, et que les idées générales doivent découler naturellement et sans effort, je cite là, du récit exact et minutieux des faits. On voit bien, me semble-t-il, l'incompatibilité de ce point de vue avec celui des sciences sociales et l'aporie à laquelle il mène. L'accumulation des détails et des faits organisés en récits ne peut en aucun cas déboucher sur la mise au jour des logiques organisant un système social, car les structures sont par définition des éléments invisibles à reconstituer auprès d'efforts longs et compliqués qui exigent des séries d'analyses pour lesquelles la maîtrise des fameuses techniques de l'érudition est indispensable mais ne suffit pas. C'est un peu ce qu'a dit, je pense, Jean aussi. L'opposition entre érudition et abstraction est, à mon avis, totalement factice. Et la citation que Werner Paravicini a donnée de Marc Bloch, elle est tout à fait dans ce sens. Contrairement à ce que proclame une certaine tradition, cette opposition n'est nullement inscrite dans les gènes des chartistes. Tout au contraire. Personne ne contestera la qualité des travaux purement érudits d'un Georges Espinasse ou d'un Georges Bourgin. Or, je rappelle que Georges Espinasse intitulait en 1934 un compte-rendu sur les travaux du chartiste Delcambre à propos des institutions de la ville du Puy. Georges Espinasse intitulait son compte-rendu de la manière suivante: de l'horreur du général, une déviation de la méthode érudite. On ne peut pas être plus clair ni plus concis. Alors même que le désintérêt pour la réflexion abstraite continue à caractériser la pratique des historiens par rapport à celle des principales sciences sociales. Bien sûr, ce n'est pas une critique comme ça, peut-être par plaisir, de la façon dont travaillent les historiens, mais de la comparaison entre des processus scientifiques dans des champs différents. Donc, de ce point de vue, la pratique des historiens reste, encore une fois, assez à l'écart de l'intérêt pour la réflexion abstraite. Et il me semble que l'École des Chartes ne serait pas forcément la plus mal placée pour en affirmer l'importance et surtout démontrer par là que la fécondité des techniques de l'érudition ne s'oppose nullement à la pensée un peu abstraite, mais s'y articule. On rappellera ici l'exemple fourni par 2 chartistes, dont là encore, je crois, on ne peut pas
contester les qualités d'érudits de chartistes qui ont forgé des concepts d'un intérêt considérable, celui d'encellulement pour Robert Fossier et celui de système technique pour Bertrand Gilles. Que la réception de ces concepts parmi les historiens n'ait pas été à la hauteur de leur importance ne dit rien de l'intérêt objectif de ces concepts, mais encore une fois, tout de l'attitude intellectuelle des historiens. Enfin, il me semble que l'école, mais je sais qu'elle le fait déjà, elle l'envisage en tout cas, devrait s'engager très fermement dans le développement des nouveaux outils de l'érudition. Je ne veux ici aborder qu'un aspect de l'essor, un aspect particulier de l'essor des outils numériques qui seront développés, enfin, qui seront présentés par Anne-Marie Turcan de manière beaucoup plus ample. Ce point particulier, c'est celui des statistiques. Il s'agit dans mon esprit d'un point strictement complémentaire du précédent. On connaît en effet le rôle crucial qu'a joué le développement des statistiques dans la création des méthodes sociologiques, comme d'ailleurs dans celle de l'histoire économique. Or, le contexte actuel permet d'envisager des traitements beaucoup plus sophistiqués et efficaces que ceux de l'histoire quantitative des années 60, qui sont morts de leur propre mort parce qu'ils étaient inefficaces, précisément. Les traitements numériques des corpus documentaires, quels que soient les documents, obligent à réfléchir en termes d'organisation structurée et de pesée numérique des phénomènes historiques. Ils imposent donc en quelque sorte des processus de formalisation étrangers aux pratiques historiennes traditionnelles. Si l'école des Chartes a fortement contribué dans la seconde moitié du XIXe siècle à asseoir les sciences auxiliaires, elle serait fidèle, je crois, à son histoire et à sa réputation en apportant une contribution forte à l'élaboration de ces nouveaux outils pour la recherche historique. Pour terminer, j'oserais rappeler que la formation des chartistes et les pratiques historiennes à l'école des Chartes sont intimement liées au métier de la conservation. J'oserais donc aussi suggérer que la question des sciences sociales, qui y a toujours été traitée par prétérition, soit désormais abordée de front et dans la même perspective. Encore une fois, le contexte dans lequel s'exercent les métiers de conservation a beaucoup changé à date récente. Il a fait surgir de nouveaux défis. Certains sont d'ordre technologique, mais je dirais que ceux-là, ils sont faciles à affronter. En revanche, la situation est beaucoup plus compliquée quand on a affaire à des enjeux de nature sociale. Or, c'est bien, je pense, du côté des sciences sociales que les chartistes pourront trouver les outils nécessaires pour comprendre ce qui se joue dans le rapport des sociétés actuelles à leur histoire et pour continuer à assumer leur métier de conservateur avec le haut degré de compétence qui leur est généralement reconnu. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette très riche communication. Je retiendrai tout d'abord que la greffe des sciences sociales dans le cadre de travaux chartistes n'a pas été inféconde, bien au contraire. Deuxièmement, je noterai aussi les relations qu'il y a entre conservation du patrimoine et sciences sociales. Et là, je dirais deux mots en tant qu'ancien acteur de cette affaire-là, puisque c'est à partir de la deuxième moitié des années 1980 qu'au ministère de la Culture, on s'est inquiété de savoir comment transformer le concept de monument historique en patrimoine. Et on l'a fait précisément en greffant un certain nombre de concepts tirés des sciences sociales, ce qui a été déroulé d'année en année dans ce qu'on a appelé les entretiens du patrimoine au Palais de Chaillot. Et sur le troisième point, que faut-il faire à l'école des Chartes ? Je ne voudrais pas répondre en directeur. Les 4 directeurs vivants qui existent encore sont tous là. Donc je ne donnerai qu'un point de vue personnel. Je me dis simplement que je me rappellerai la thèse de Winnicott sur la bonne mère. Qu'est-ce que la bonne mère ? La bonne mère, ce n'est pas une trop bonne mère, c'est une assez bonne mère. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas non plus tout enseigner. Ce qui est important, c'est d'éviter d'empêcher. Voilà, c'est déjà beaucoup. Encourager les jeunes, ce n'est pas nécessairement productif, mais éviter d'empêcher, c'est la moindre des choses.